Abderrahmane Moumen et Nicolas Lebourg. Interview autour du livre Rivesaltes, le camp de la France 39 à nos jours. Alors, c'était jusqu'à présent un sujet local, même s'il dépassait ça, historique. Et là, avec tous ces migrants ou réfugiés, je ne sais pas comment on les appelle, ce livre peut faire écho à une vieille tradition d'accueil de la France, le camp. Qui veut commencer? Qui a fait quoi en fait déjà? Pourquoi vous êtes deux? Pourquoi vous n'êtes pas tout seul? Voilà, qui a fait quoi? Abderrahmane, c'est un spécialiste des harkis. Si je ne voulais pas froisser sa susceptibilité, je dirais que c'est notre spécialiste des harkis. Ouais. Donc Abderrahmane a fait les chapitres sur les harkis. Moi, j'ai plutôt travaillé sur la période avant, après, si j'ose dire, là-dessus. Et puis évidemment, on a conçu tout ensemble. Bien évidemment, nos conclusions sont partagées. On sait partager les choses comme ça par rapport à nos domaines d'expertise classique, très logiquement. Après, spécialiste des harkis, mais spécialiste de la guerre d'Algérie, de la période de la décolonisation, de la question des rapatriements, la question des pieds noirs, des juifs d'Algérie aussi, la question de l'immigration algérienne au sein, bien entendu, de cette guerre d'Algérie et de cette année fatidique, finalement, d'une certaine manière, de l'année 62. Alors oui, fatidique, ça dépend pour qui. Toi, tu n'aimes pas le FLN, mais admettons que je sois communiste, moi je trouvais ça beau, quoi. Fatidique, entre guillemets. Hein, voilà. Oui. Non, pour Jean-Marc Pujol, bien sûr. Voilà. 12 ans, direct, chez lui, en slip. Il s'est pas noyé, mais il a failli. Alors après, sur la question que tu poses, la question sérieuse, du rapport entre l'actualité, effectivement, et ces faits historiques. C'est intéressant parce qu'avec Abderrahmane, il y a quelques années, on fait une conférence sur le site du camp de Rivesaltes. Alors, vous avez travaillé il y a très longtemps sur le site de Rivesaltes. Ça fait combien de temps que vous aviez fait? Moi, c'était 2006-2008. Et toi? Et pour ma part, c'était 2006-2011. D'accord. Voilà. Avec des périodes en creux. Hein. Il n'y a pas de continuité. Hein. Voilà. Et lorsqu'on fait cette intervention, on a comme toujours des gens qui ont la mémoire à fleur de peau, la mémoire très vive. Et je me rappelle, donc là, ça doit être 2006-2007, je ne me souviens plus exactement de la date. Je dis à ces gens à un moment, certes, comment nous avons traité les Espagnols, mais si aujourd'hui nous ouvrions notre frontière à 450 000 Irakiens, à ce moment-là c'est les Irakiens, pas les Syriens, 450 000, bien évidemment le chiffre d'Espagnols qui passent la frontière depuis 1939, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous êtes pour ce type d'accueil de réfugiés? Et petit mouvement, etc. Je vois que les gens me disent mais non, il n'y a pas de rapport, etc. Ici, la question, elle est là, c'est-à-dire la mémoire, pour juste fustiger nos grands-parents, c'est pas le bon système. L'intérêt, c'est de voir les structures historiques, la façon dont les choses fonctionnent, bien évidemment, et de ça comprendre dans le présent. Ce qu'on voit à travers le camp de Rivesaltes, son redéploiement, d'abord les Espagnols, ensuite les Juifs, ensuite le prisonnier de guerre allemand, les supplétifs, Indochinois, les harkis, les immigrés clandestins, etc. Il y a une logique. C'est pas la logique d'une méchante France, c'est pas la logique d'un méchant État, c'est qu'on a un État qui veut contrôler les flux biologiques sur son territoire, une demande sociale autoritaire qui existe pour effectivement empêcher ces mouvements biologiques, ces mouvements migratoires. Et tout ça s'ajuste de diverses manières sur les périodes. Et lorsque les gens sont dans le camp, on peut certes aujourd'hui avoir des rapports plus émotifs. Ce qu'on voit par contre très très bien, c'est que quand les gens sont dans le camp, il y a un désintérêt des sociétés. Il y a un désintérêt de la société pour les gens dans le camp. Et il y a même un consensus social qui peut se fabriquer parce que les gens dans le camp, ils sont dans des conditions sanitaires, ils sont dans des conditions sociales qui sont pires que ceux des gens les plus précaires mais qui sont libres. Donc le camp, en fait, il participe à tout un système de production sociale en France et du rapport entre l'État et la société. Alors, c'est un livre qui est bien construit, qui est aux éditions du Traboucaire, qui est construit chronologiquement par strates. On peut voir rapidement qui s'est succédé dans le camp, etc. On peut le prendre en plusieurs morceaux. Si on est plus branché harki, on va à telle page. Si on est branché retirade, on va à telle page. Et si on est branché noirs qui se sont perdus après le retour d'Indochine, Guinée, vietnamien, indochinois. Voilà. Donc chacun peut y retrouver ce truc. On peut le lire d'une traite, comme on peut y aller chapitre par chapitre quand on est clientélisé, si je puis dire, par secteur.
Non, c'est juste pour provoquer. Non, oui, parce que là, c'est pas la démarche, quoi. Non, non. Nous, on a une démarche qui, justement, de montrer quand même une perspective structurelle. La démarche, ensuite, faire un chapitrage chronologique, c'est quand même beaucoup plus simple pour le lecteur. Il vaut mieux lui expliquer comment ça s'ajuste, par exemple, comment changent les services sanitaires, etc., au fur et à mesure du temps, que de faire un gros chapitre sanitaire, un gros chapitre les enfants, etc. Et puis surtout, pas mélanger tout, parce que c'est quand même assez déplaisant. Je veux dire, je crois qu'on peut dire qu'on est tous les deux extrêmement soucieux du sort des réfugiés aujourd'hui, qu'on est tous les deux très soucieux de la question migratoire aujourd'hui, de la façon dont on traite les immigrés aujourd'hui, mais que par exemple dans la mémoire, dans certains usages de la mémoire aujourd'hui, par une partie de la gauche radicale, à dire les immigrés clandestins qui sont à la fin, c'est mis à égalité avec des gens qu'on va envoyer vers Drancy Milosevic, il me semble qu'il y a pour le moins là une faute intellectuelle. Voilà, on ne peut pas mettre les choses à plat, il faut tout de même un peu d'ordre intellectuel. Oui, parce qu'on arrive dans la concurrence de la victimisation. J'ai souffert, donc j'ai des miles, donc j'ai droit à mon voyage, quoi. Et donc, c'est le problème du devoir de mémoire et de l'histoire. C'est toujours cette vieille question qui revient. Devoir de mémoire, on est là, sortez vos mouchoirs. Ah, au fait, vous savez, j'ai été retiradé. En ce moment, Bah, moi, je voulais rebondir sur la question du parallèle finalement aussi, oui. dans le droit. Et tu as droit. Voilà, je peux. Bah super, impeccable. Je suis un gars à la cool, moi, tu sais. Bon, bah impeccable. Alors voilà, c'était ce parallèle finalement du débat que l'on a aujourd'hui sur les réfugiés, sur les déplacés. On a eu ce débat, est-ce que ce sont des réfugiés, est-ce que ce sont des déplacés, est-ce que ce sont des migrants économiques ou est-ce que ce sont des migrants politiques, entre guillemets. Et finalement, on a eu... Y a-t-il des djihadistes infiltrés? Ah, tu n'oublies pas ça quand même. Et c'est intéressant ce que tu dis finalement, puisqu'en 62, on a eu un peu les mêmes débats avec les harkis. On a eu à peu près les mêmes débats. On a eu le débat, les harkis, mais finalement, ouais, ils se sont battus quand même pour l'armée française en tant que supplétifs, mais c'était pas tout à fait des militaires, hein, c'était des civils armés, etc. Mais lorsque s'est posée la question de leur rapatriement, entre guillemets, ou de leur repliement, eh ben non. Non, ce ne sont pas tout à fait des rapatriés, mais c'est pas tout à fait des réfugiés. Donc on a eu ce débat sur, lorsqu'il y a eu cette installation. Bref, on ne veut pas s'emmerder avec, ça Exactement. veut dire. Oui, bien sûr, puisqu'il y a eu énormément de circulaires émises par Pierre Messmer, ministre des Armées, par Jox, ministre de l'Intérieur. C'est marrant parce que Jox, c'est un type de gauche. Algérienne. C'est un type de gauche. Oui, bien sûr. Mais on a eu ces circulaires qui disaient... Mitterrand qui fait intervenir l'Allemand en Algérie. Voilà quoi. On ne les veut pas. Les circulaires, c'était on ne les veut pas. Il fallait qu'ils restent en Algérie, ou très peu d'entre eux. C'était ça l'idée en 62. C'est pas tout à fait des Français. C'est même plus des Français, puisque finalement ils perdent la nationalité française. Oui, c'est plus un département. Voilà. Qui se débrouillent. Bon, il se trouve qu'ils sont tombés dans le même camp, il fallait mieux jouer, quoi. Non, mais sur ce qu'on dit là, il y a quelque chose qui est important, c'est qu'on voit aussi cette question-là. Lorsqu'aujourd'hui on nous dit, mon Dieu, il doit y avoir des djihadistes là-dedans. Tu reprends au moment de la retirada, c'est extraordinaire, et on va même trouver ça pire encore sur la question juive ensuite. Au moment de la retirada, donc lorsque les Espagnols passent la frontière, toute la presse, on va dire orientée à droite, nous dit ce sont des communistes, ce sont des anarchistes, ils vont venir semer le chaos ici, voler le travail des Français, et la subversion, ça va être à la fois le vol du travail et la destruction de notre État. Et laisse-moi finir. Pourquoi a-t-on ensuite un camp qui est comme ça pluriel dans ses occupations ? Aussi parce que qu'est-ce qu'on fait, la Troisième République, lorsqu'elle va rentrer en guerre avec le Troisième Reich, avec les nazis, on va considérer que les ressortissants de puissances étrangères sont potentiellement des agents de l'ennemi. Or, qui sont les ressortissants qu'on a là, à ce moment-là, qui viennent d'Allemagne, qui viennent d'Autriche? Ce sont des juifs qui ont fui le nazisme. Et à la base, les gens qui vont être ensuite victimes de la politique antisémite, on les trouve dans le camp de Riesald parce qu'ils sont internés en tant que potentiels agents de l'ennemi, qui est le Troisième Reich, tu te doutes, du petit problème logique. Donc on a ça qui est positionné à chaque fois sur la question du doute. Idem si tu as les gitans. Pourquoi les gitans? Tu as toute une tradition. Dès la Première Guerre mondiale, on va dire le gitan c'est un nomade. Le nomade, il peut se déplacer et apporter des informations à l'ennemi. Donc on va avoir des process juridiques chargés d'empêcher le nomadisme, de sédentariser les gens. Au départ, quand moi je fouillais dans les archives, je comprenais pas. J'avais ce camp pour étrangers et j'avais une colonne français dans les états des effectifs.
Et comme j'ai quelque peu de sens logique, je comprenais pas bien ce que foutaient les Français dans un camp pour étrangers. Ça m'a pris un moment pour trouver les documents me permettant de comprendre que ceux qui étaient notés français étaient en fait les gitans. Avec là toutes les contradictions de l'administration qui applique une politique ethnique mais qui en même temps ne veut pas le faire, etc. Donc tu vois, on est vraiment sur des choses compliquées avec cette idée permanente que sur un groupe ethnique divergent du groupe majoritaire, il y a une possibilité subversive. Et que donc, il faut comment dire, une répression préventive de ce groupe. Et donc ces questions-là, elles vont, tu vois, sur les Espagnols, sur les Allemands, sur les Harkis et aujourd'hui sur les réfugiés. Et ça se poursuit, si je peux me permettre, là, oui, je reprends après 45, c'est qu'on a cette continuité finalement de cette tradition de prévention vis-à-vis de groupes susceptibles d'être subversifs. Donc on l'a à l'encontre par exemple des migrants algériens qui viennent dans les centres de préformation, à Rivesaltes encore une fois. Donc là on est à 5 ans, en 50, 51, et là 1950-51 donc, et là on a la surveillance par les RG, on a le confinement dans un centre de préformation à part des Rivesaltais de souche, entre guillemets. On a cette surveillance, parce qu'on craint finalement que ces migrants algériens ne rejoignent des groupes nationalistes, indépendantistes, ceux de Messalihaj, ceux du MTLD, du PPR, etc., dans les années 50. Et ça se poursuit. En 58, lorsqu'on crée le centre militaire de formation professionnelle, pour qui est-il dédié? Il est dédié finalement à ces Algériens qui sont dans l'armée française, non pas comme harkis, mais comme appelés et comme engagés. Et là, encore une fois, c'est un centre qui leur est dédié, avec surveillance, méfiance. On craint la subversion du Front de Libération Nationale. On craint que finalement, ils ne désertent ou qu'ils ne rejoignent le Front de Libération Nationale. Et ça se poursuit avec la création du centre pénitentiaire pour les militants nationalistes du Front de Libération Nationale au premier trimestre 1962. Et enfin, bien entendu, avec les harkis. Finalement, il y a cette continuité d'une gestion d'une population qui serait différente de celle majoritaire, comme le disait bien entendu Nicolas, qui serait finalement ce qu'on nomme les musulmans. Terme un peu bizarroïde, puisque finalement ce terme désigne des Algériens qui ne sont pas tous en réalité musulmans de confession, mais on leur affuble ce terme de musulmans, donc terme avec une connotation religieuse pour désigner finalement un groupe ethnique déjà très hétérogène. Alors ce qui est intéressant là-dessus d'ailleurs, c'est que la péjoration des Algériens, si tu regardes les mots du racisme aujourd'hui, pour que les choses soient claires, je vais les prononcer, tu veux m'en pardonner, Gri, Bico, Bougnoul, c'est des mots qui sont créés par les colons en Algérie entre 1900 et 1945. Tout ce champ sémantique-là, il date de la première moitié du XXe siècle. Et ce qui est intéressant, c'est que cette péjoration-là, elle n'a pas cet élément religieux. Et résultat, lorsqu'on veut dire, vous voyez, on n'a pas une politique péjorative, on n'a pas une politique à l'encontre de ces personnes, on va chercher la qualification religieuse pour dire, vous voyez, c'est pas une question ethnique. Aujourd'hui, on est passé à un stade où effectivement on est perpétuellement dans la permutation entre l'ethnique et le cultuel, dans la manière de péjorer les groupes humains. Bon, là, on a un trajet qui est tout à fait intéressant à voir au niveau du lexique. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que les gens veulent lire ce livre, à part ceux qui sont déjà convaincus? Moi, par exemple, qui suis zémourien, si je lis ce livre, enfin, j'y arriverai pas, quoi. Mais voilà, pour moi, c'est vous mentez, limite. Écoute, c'est pas un livre de gauchiste, quoi. C'est quand même un livre avec, je vais te dire, je vais me tuer en disant ça. Les militants républicains, c'est un livre avec énormément de stats, par exemple. Ouais. C'est un livre qui parle beaucoup de la vie quotidienne, mais c'est vrai que nous, le rapport qu'on a à la mémoire, si tu veux, qu'on veut pas à la vie quotidienne, ça nous a pas tellement... Voilà, la démarche la plus pertinente, elle n'est pas d'aller voir quelqu'un aujourd'hui pour lui demander ses souvenirs avec tous les problèmes de déformation qu'on a. Par exemple, sur le camp spécial pour les juifs, on a beaucoup de courriers saisis par la censure. Tu regardes ça, tu as un accès, effectivement, à ce qu'est réellement la vie des gens. C'est les courriers qui ont été attrapés, qui ont été gardés en archive. Ça te permet de mieux comprendre les choses. Donc voilà, nous on a plutôt travaillé sur l'aspect statistique, précise, pour enfin savoir les choses précisément, parce que c'est vrai que c'est un camp dont on parlait en disant, il y a des gens. Il y a eu plein de gens dedans. Bon, on a fait des stats précises et on a pas mal bossé la question de la vie quotidienne dedans, la question sanitaire, etc., qui nous paraissaient des choses intéressantes. Il y avait, alors tu sais, l'histoire, c'est il faut pas se leurrer sur ce qu'est l'homme. Moi, quand j'avais fait les stats sur la mortalité, que j'avais constaté la surmortalité sur les bébés de moins de 1 an, je suis parti voir les archives de la brigade des mœurs.
pour chercher effectivement les informations sur la prostitution de femmes, parce que quand dans un camp il y a des enfants qui meurent de faim, les femmes vont se prostituer pour essayer de nourrir leurs gosses, ça marche comme ça. Et effectivement on trouve les documents, on voit qu'il y a effectivement des systèmes, des réseaux de prostitution qui sont mis en place, parce que ces femmes bien évidemment sont contraintes d'échanger leur corps contre de la nourriture pour leurs gamins. Donc tous ces aspects-là, c'est des aspects qui sont intéressants, je crois, et qui permettent de comprendre sans trémolo mémoriel, en étant précis, en étant factuel, comment on vit là-dedans. Alors, effectivement, peut-être une partie des gens se diront « moi, je ne veux pas entendre parler de ça, parce que tous ces gens que je m'en fous, c'est que des métèques ». Peut-être que d'autres ont des trémolos, et on ne correspond à aucun des deux, ça c'est clair. Nous, on pose un discours objectivé. Oui, parce qu'on est souvent pris entre le marteau et l'enclume, comme pour le thème du racisme et du antiracisme, soit t'es raciste, camarade, soit t'es antiraciste, mais dans les deux cas t'es con parce que tu fais pas dans le détail. Enfin, dans le détail, attention. Oui, on peut être raciste, je pense, de manière... Non, voilà. Donc là, soit tu vois effectivement où c'est des métèques, ou c'est des pauvres gens, mais comme c'est des humains, il y a des salauds et des gens bien partout, et même dans les camps, quoi. Enfin, après, on a quand même, voilà, comme l'a précisé Nicolas, on a quand même fait un gros boulot de dépouillement d'archives. On a quand même dépouillé. C'est chiant, ça. C'est chiant. Les archives départementales, les archives militaires à Vincennes, les archives nationales, les archives locales, municipales. Vous en avez remué de la poussière, c'est infernal. On a remué, c'est clair. On a retrouvé des dossiers qui étaient perdus depuis peut-être des années. On a aussi travaillé sur la question des représentations, par intermédiaire aussi de la presse. C'était tout de même intéressant de savoir de quelle manière finalement les contemporains vivaient, voyaient, percevaient finalement cette masse de réfugiés, de migrants, de rapatriés, oui ou non, etc. Autour de ce camp de Rivesaltes. Donc voilà, il y a quand même ce travail aussi là qui peut intéresser, qui intéressera à mon avis un bon nombre de personnes. Ce qui est intéressant, tu dis un truc là qui est important, effectivement, sur la question des représentations. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ça, c'est aussi un contexte qui est un contexte de la globalisation. La globalisation, ça ne date pas d'il y a 10 ans, ça commence au 19e siècle. Un chiffre simple. Entre 1840 et 1940, il y a 180 millions de migrants. Okay, on a des crispations, on a une globalisation qui se fait avec des crispations, avec des étapes. La Première Guerre mondiale, c'est historiquement une liquidation du siècle des nations. Et après, on passe à un autre système que le système des États-nations du 19e, même si les gens n'ont toujours pas forcément totalement assimilé. Et à chacune de ces, de ces grandes étapes, de ces grands drames, on voit qu'il y a des crispations aussi sociales, des crispations culturelles qui se font, qui vont se représenter effectivement par des ethno-nationalismes, la revendication d'un nationalisme ethnicisé, etc. Donc ça, c'est aussi des choses qu'on peut travailler à travers ça, c'est-à-dire qu'un camp, il y a ce qui se passe à l'intérieur, c'est ce qu'on disait en conclusion d'ailleurs, qu'on est dedans, on est dehors, mais on n'est pas étranger. Ça permet de comprendre l'ensemble des mouvements sociaux et de ces grandes questions de la globalisation des 19e, 20e siècle. Alors, en fait, c'est un livre donc, qui est produit par les Traboucaires. Est-ce qu'il aura un destin qui dépassera l'ultra-local, vu les enjeux qu'il y a dans le camp de Rivesaltes? Est-ce que c'est un livre qui peut monter à Paris? Ah non, c'est l'inverse. Ah. On a absolument voulu le faire ici. Oui. Abderrahmane comme moi, on fait des bouquins à Paris, comme tu dis, régulièrement. On voulait absolument faire ce bouquin-là ici. On voulait absolument que ce soit un bouquin qui ne soit pas un bouquin de 600 pages, qui soit une synthèse pratique, lisible pour les gens, chez un éditeur local, parce que je préfère très loin faire un bouquin comme ça au Trabouca et qui va être dans la librairie à Prats de Moyo, ici, dans les différents lieux du territoire, on parle de ça. Qui implique les populations, plutôt qu'effectivement de le faire chez un éditeur parisien et qui rencontrera absolument pas le public qui est concerné. Je veux dire, c'est un boulot, il y a un boulot militant dans le sens de l'éducation populaire, de l'histoire populaire au meilleur sens du terme. Autant on n'est pas militant mémoriel, autant il y a un aspect militant dans la tradition de l'éducation populaire. Après, il y a déjà un écho national, puisque finalement, cette question des lieux à mémoire multiple, c'est un questionnement qui interpelle la communauté scientifique. Donc déjà, ceux qui sont à proximité, on va dire, du camp d'Émile, la prison de Montluc, région parisienne, on a d'autres camps, etc. Donc voilà, ça va intéresser par les croisements, par les comparaisons, une foultitude finalement de personnes d'horizons divers, à mon avis. Hein. C'est déjà le cas. Alors je me souviens d'une rencontre que nous avons fait, tu n'y étais pas, mais on t'en veut pas, hein, c'est pas de ta faute. Nicolas et moi-même, avec Marine Le Pen et Louis Alliot au camp de Rivesaltes. Donc oui, bah, évidemment. Non, moi je trouve qu'ils sont un peu trop à gauche pour moi. Hein. Je veux dire, ils sont à la gauche de Mélenchon. Donc l'idée, c'est que
il y avait une conférence de presse et Nicolas. Je me demande quel sens ça Ouais, quelle leçon, c'est le mot leçon qui a déclenché. D'être sur un site comme ça, donc qui traverse le temps avec toutes ces populations qui sont là. Quel sens ça pourrait? Moi, je pense profondément que lorsqu'on on aspire à incarner la République en étant président, on doit avoir quand même une certaine idée de la France. Oui, comme dirait le général. Elle parle beaucoup de la France. Donc, oui, je fais ça exprès, elle parle beaucoup de la France. Donc, qu'est-ce que c'est pour elle cette histoire de France? Qu'est-ce que c'est que cette question-là? Et effectivement, hélas, elle a cru que c'était une provoque. Voilà. Donc elle dit j'ai pas de leçon à recevoir, etc. Par la question, c'était une question très sincère. Oui. Je me la posais sincèrement. Quel sens? Comment peut-elle interpréter ça? Pour moi, voilà, c'est un rapport avec la façon dont l'État et la nation française conçoit ce contrôle des corps. Elle peut avoir entièrement un autre point de vue. Je le discute pas. Je voulais avoir le sien. Et alors, hélas, effectivement, elle a dit j'ai pas de leçon à recevoir. Parce qu'on a leçon à recevoir ceux qui ont abandonné la harki, etc. Je n'ai pas souvenir d'avoir abandonné à quelconque harki. Je veux que les choses soient très très claires. Excusez-moi, j'ai laissé un harki dans la vitrine. Non, mais donc, voilà. Donc, il y a eu un malentendu. Donc, j'ai hélas pas eu la. Mais par contre, Louis Alliot avait un positionnement différent juste après, plutôt en off. Il disait que c'était des gens qui avaient été broyés par l'État et broyés par l'histoire, lui. Oui, là, il y avait une... Tout à fait. Quelle est la question que je ne vous ai pas posée, qu'il faudrait que je vous la pose, parce que franchement, si on termine sans la poser, ça serait craignos. Vous pouvez choisir. Ah bah non, sinon... Je ne sais... je ne sais, sur ces questions, il y a un point, puisque tu parles de la présence de Marine Le Pen, il y a un point qui est intéressant, c'est que tu aurais pu me dire, qu'est-ce qui fait la logique du fait que Marine Le Pen et Nicolas Sarkozy soient venus rendre hommage aux harkis sur le site du camp de Rivesaltes? Et là, je t'ai répondu. je te la pose, comme ça tu peux juste répondre. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a, à l'échelle plus globale, un changement de régime mémoriel qui est en train de se faire. On a fonctionné, il y a un extraordinaire livre d'Henri Rousseau à lire là-dessus qui s'appelle Le syndrome de Vichy. On a fonctionné pendant plusieurs décennies en imaginant Vichy de diverses manières, et sur la façon dont on imaginait Vichy, ça changeait les rapports sociaux en France, ça changeait, notre présent changeait par notre conception du passé avec cette obsession de Vichy. On a doucement un glissement qui est en train de se faire vers l'époque coloniale et vers les guerres coloniales comme matrice de nos représentations. Et à Rivesaltes, on a justement un poste d'avant-garde, pour une fois, un changement, effectivement, ici, qu'on voit mieux ici qu'ailleurs, parce qu'il lui était inimaginable jadis que deux candidats à la présidence de la République, dont un étant, viennent sur un camp. Par exemple, on avait interné comme ça de manière massive des juifs qu'on allait ensuite envoyer vers Danzig puis vers Auschwitz, sans rendre hommage à ces personnes, sans faire un discours autour d'elles, etc. Et là, ils sont venus sur la question harki. Donc, c'est pas du tout... Là, moi, je ne mets pas du tout en concurrence en disant ça, hein, mais j'observe juste la chose. On a bien cette espèce de glissement de mémoire qu'on voit mieux ici qu'ailleurs. Il existe de manière générale dans la société française, ce glissement, mais ici, on l'observe particulièrement. Donc, c'est vraiment le camp de la France, Rivesaltes. C'est vraiment, effectivement, une tradition. On peut interpréter les évolutions de la société française sur cet espace de quelques kilomètres carrés. On peut arriver à comprendre ce qui se trame. Si on part dans l'intro, on part en parlant par exemple des carlistes qui au 19e siècle viennent en Espagne, etc. On peut partir du 19e pour arriver à nos jours et comprendre toute une série de changements sociaux et sociétaux à travers ce simple site. Et ça, c'est, je crois, là, ce qui fait la spécificité de ce lieu. Voilà. On peut regarder 2007 et 2012, ces deux élections présidentielles, où l'on voit que finalement la thématique de la colonisation, de la guerre d'Algérie, des rapatriés devient une thématique de débat, un thème de débat entre UMP, Front National et le PS aussi, surtout à partir de 2012 en tous les cas, on le voit très précisément. Abderrahmane Moumen, Nicolas Lebourg, merci. Tout de même. Merci.